Tout a commencé de manière si banale, il m'a fallu un instant pour réaliser à quel point c'était profondément cruel. Nous étions au mariage de ma sœur Madison. Tout était élégant. Elle avait eu la cérémonie en plein air dans un jardin dont elle rêvait depuis l'université, avec un quatuor à cordes personnalisé, des roses importées et ce lustre en cristal agaçant qu'ils avaient réussi à suspendre à un arbre. J'étais sincèrement heureuse pour elle. Elle était superbe, et ses enfants étaient habillés comme des modèles de catalogue, nœuds papillons, cheveux gominés, chaussures assorties. Tout dans cette journée respirait la perfection orchestrée sauf, apparemment, pour mon fils. Nous marchions vers la zone de réception. Liam, mon fils de 6 ans, tenait une petite voiture miniature dans une main et l'ourlet de ma robe dans l'autre. Il n'était pas bruyant, juste excité. Il n'arrêtait pas de demander quand nous allions nous asseoir pour manger. J'ai repéré la table d'honneur où la famille était déjà réunie, et nous nous sommes dirigés vers elle. C'est là que Madison nous a interceptés. Elle souriait. Pas juste le sourire normal que l'on adresse aux gens à son mariage, non, c'était ce sourire suffisant et discret que je n'avais pas vu depuis notre adolescence, quand elle prenait plaisir à me dire que ma robe avait l'air bon marché ou que mes amis étaient bizarres. Elle a jeté un coup d'œil vers Liam, puis m'a regardé. Ton fils est trop bruyant pour la table d'honneur. Les miens sont déjà installés. Puis elle s'est détournée comme si elle avait un million d'autres choses à faire, ce qui était probablement le cas mais cela n'avait pas d'importance. Le message avait déjà porté. J'ai regardé et j'ai vu les marque-places pour ses enfants juste à côté de nos parents. Pendant ce temps, Liam et moi étions apparemment censés nous asseoir à une table pliante près de la cabine du DJ. Pas de nappe, pas de couvert, le genre de table utilisée pour le personnel ou les prestataires, à moitié poussée contre le mur, pratiquement dans le couloir. Liam n'a rien dit, il a juste regardé les autres enfants rire et manger des petits pains. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas fait de scène. J'ai juste pris sa main et je suis sorti. Nous sommes partis avant que le dîner ne soit servi. Nous n'avons pas attendu le gâteau. Je n'ai pas pris une seule photo. J'ai laissé le cadeau de mariage sur la table, une enveloppe propre avec $500 à l'intérieur. Même si je savais que dans son cercle, cela serait perçu comme une gifle, je m'en fichais. J'avais déjà payé pour quelque chose de bien plus généreux, un voyage de ski de 5 jours à Aspen pour toute la famille. Vol en première classe, le meilleur chalet qu'il proposait, les forfaits, les locations, tout. C'était censé être un voyage familial commun. Madison faisait des allusions à ce sujet depuis des mois. Mes parents étaient partants, ma sœur avait déjà acheté de nouveaux équipements, et bien sûr, ils savaient tous que c'était moi qui payais. Ce soir-là, j'étais assise dans mon lit, fixant la réservation. Je me souviens avoir ouvert l'email de confirmation et avoir hésité sur le bouton d'annulation. $12 000, non remboursable. Je n'ai pas hésité. J'ai cliqué. 2 jours se sont écoulés dans le silence. Puis j'ai reçu un message de Madison, quand partons-nous ? J'ai répondu, nous ne partons pas. Le voyage est annulé. Pas d'émoji, pas d'explication, juste la vérité. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis sont venus les appels manqués, le sien d'abord, puis celui de notre mère, puis celui de notre père, puis celui de son nouveau mari l'un après l'autre. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux parce que, soudain, tout semblait différent. Je n'étais pas en colère. J'en avais fini. Et ce n'était que le début. Le silence n'a pas duré. Le matin après avoir dit à Madison que le voyage était annulé, je me suis réveillé avec 12 appels manqués. 4 d'elle, 3 de maman, 2 de papa, et le reste de numéros inconnus. Je n'ai pas pris la peine de vérifier. Je n'en avais pas besoin, je savais exactement de qui ils provenaient, des gens du mariage, de la famille, des amis, des cousins éloignés qu'elle avait montés contre moi. C'était une routine désormais. Madison ne se dispute pas discrètement. Elle rassemble ses troupes. À 8h07, la discussion de groupe s'est enflammée, voyage en famille février flocon de neige. Je l'avais créé il y a des mois. Et oui, j'avais ajouté l'emoji flocon de neige parce qu'à l'époque, c'était quelque chose que j'attendais avec impatience. Maintenant, cela ressemblait à un piège. Madison, waouh. Tout ça parce que tu n'as pas aimé ta table. Je l'ai ignoré. J'étais en train de donner des gaufres à Liam et je le laissais mettre 3 fois trop de sirop dessus. Elle a réessayé, sans vouloir paraître ingrate, je ne m'attendais honnêtement pas à seulement $500 de ta part. Tu savais qu'il nous manquait de l'argent pour le spa de la lune de miel.
Je pensais que tu gérais ça. J'ai posé mon téléphone et je ne l'ai pas repris pendant 3 heures. Quand je l'ai fait, c'était au tour de ma mère. Maman, je pense que tu as mal compris le plan de table. Mad a dit qu'elle ne voulait tout simplement pas que les enfants soient surexcités. Surexcités? C'était un comble. Ses enfants étaient assis au premier rang avec des corbeilles de pain et des tablettes, tandis que le mien était relégué derrière une enceinte. Et seulement 5 cents. Je lui avais donné $500, réservé le voyage au ski, payé 3 mois de son loyer cette année, et prêté de l'argent pour les retouches de sa robe en mai. Ce cadeau n'était pas petit, c'était juste le seul que tout le monde pouvait voir. Puis mon père est intervenu, « Émilie, tu contraries tout le monde. Laisse tomber et passons un bon voyage en famille. Ne laisse pas une chose aussi mineure tout gâcher. » C'est là que j'ai compris. Ils attendaient tous que je sois raisonnable. Cela avait toujours été mon rôle, celle qui arrondit les angles, arrange l'humeur, paie en silence, pardonne rapidement, fait en sorte que tout fonctionne. La personne mature, celle qui comprend la personnalité de Madison. Ils étaient habitués à ce que je la laisse faire. Pendant des années, j'avais couvert ses manquements et ses sautes d'humeur parce que cela semblait plus facile que l'alternative. Mais je ne me sentais pas mature. Je me sentais utilisé. Et Madison savait exactement ce qu'elle faisait. Ce n'était pas un malentendu, c'était un schéma récurrent. Et pour une fois, je l'avais enfin interrompu. Je n'ai répondu à aucun d'eux ce jour-là. Je ne me suis pas excusé. Je n'ai pas expliqué. Je me suis préparé une tasse de café et je me suis assise devant mon ordinateur portable, j'ai ouvert mes tableurs et j'ai commencé à faire les comptes. Loyer de Madison, 1400 $ par mois. Je le couvrais depuis qu'elle avait été licenciée en décembre dernier. D'abord, elle a dit que ce serait temporaire. Ensuite, elle a dit qu'ils attendaient que le prêt commercial de son fiancé soit accordé. Puis, elle a simplement cessé d'en parler. Service public, 185 $. Facture de téléphone portable, elle était toujours sur le forfait familial. Courses, j'avais un virement mensuel permanent en place pour les trucs des enfants pour lequel je ne recevais même plus de reçus. Plus de 2000 $ par mois qui s'échappaient discrètement de mon compte. C'était ça, son vrai cadeau. Au moment où la discussion de groupe a recommencé à s'agiter, j'étais déjà au téléphone avec ma banque pour annuler les virements automatiques. À 18h42, Madison a envoyé un dernier message, « Alors, tu vas vraiment gâcher Aspen pour nous tous à cause d'un seul moment de mesquinerie ?» Je n'ai pas répondu, mais je me suis connecté au compte de la compagnie aérienne et j'ai annulé son vol aussi. Et juste comme ça, l'emoji flocon de neige a pris une toute autre signification. Le lendemain de l'annulation de son vol, je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne se présente. Il était 7h42 quand j'ai entendu frapper. Pas un coup normal, ce genre de martèlement qu'on entend que dans les films quand quelqu'un essaie d'empêcher un mariage ou de confesser un meurtre. Liam venait de s'installer sur le canapé avec ses céréales à la cannelle, encore à moitié endormi, la télécommande dans une main. J'ai regardé par l'œilleton, ma mère. Sans prévenir. Pas de B, on peut parler ? Juste les coups et sa camionnette garée en diagonale dans l'allée, bloquant à moitié mes poubelles. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Pas besoin. Elle m'a bousculé comme si l'endroit lui appartenait et s'est dirigée droit vers la cuisine. Je sentais déjà où elle voulait en venir. Elle n'était pas là pour prendre des nouvelles, et elle n'était pas là pour Liam. Elle était là pour réparer la situation, pas pour moi, mais pour Madison. Sa première phrase n'était pas une salutation. C'était, tu montes ça en épingle de façon démesurée. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste appuyé contre le comptoir et j'ai attendu qu'elle vide son sac. Et elle l'a fait. Tout. Madison n'avait pas l'intention de te blesser. C'était chaotique. Tu sais comment sont les mariages. Tu aurais pu la prendre à part et lui dire. Au lieu de cela, tu as puni toute la famille en annulant le voyage et en lui faisant honte. Lui faire honte ? J'ai demandé une seule chose calmement. Savais-tu que je payais son loyer ? Elle n'a pas répondu tout de suite, elle a juste détourné le regard, tripoté la bandoulière de son sac, puis a fini par hocher la tête. Elle nous a dit que c'était juste temporaire jusqu'à ce qu'elle et Joël règlent leurs finances. J'ai demandé à nouveau, savais-tu que je le payais depuis 10 mois ? Silence. Je lui ai dit que j'avais déjà contacté l'agence de location, je n'étais plus sur le contrat. Janvier était à la charge de Madison maintenant,
et le reste service public, courses, le plan dentaire des enfants que je couvrais tout cela, c'était fini. Elle l'a mal pris. Elle a dit que j'étais financièrement vindicative, a dit que je choisissais l'argent plutôt que la famille. Je lui ai demandé carrément si elle savait que Madison s'attendait à ce que je paie son forfait spa de lune de miel en plus du cadeau de mariage. Ma mère a juste soupiré et a dit quelque chose comme « Elle est soumise à beaucoup de pression et tu gagnes bien ta vie. Tu as toujours été celle qui pouvait se permettre d'aider. » C'est là que j'ai réalisé qu'ils s'étaient tous mis d'accord sur cette version de l'histoire il y a longtemps. Je ne savais juste pas que j'en faisais partie. Plus tard cet après-midi-là, mon père a appelé. Je n'ai pas décroché. Puis un message est apparu d'un numéro que je ne reconnaissais pas, Joël, le fiancé de Madison enfin, son mari maintenant, je suppose. Il a dit qu'il espérait que nous pourrions passer outre ce malentendu et toujours faire le voyage. Il disait que Madison avait pleuré et que c'était censé être une célébration. Il disait qu'il ne voulait pas que les choses se brisent de façon permanente. Je n'ai pas répondu parce que Joël ne comprenait pas. Il était toujours le calme, le médiateur, le gars qui restait en dehors des problèmes. Mais rester en dehors des problèmes fait partie du problème quand le désordre repose sur des gens comme moi qui interviennent toujours. À 20h, la discussion de groupe est devenue chaotique. Papa, Émilie, est-ce qu'on peut parler s'il te plaît? Maman, cela ne vaut pas la peine de détruire ta relation avec ta sœur. Madison, tu as prouvé ce que tu voulais. Peux-tu arrêter maintenant? Et puis, alors maintenant tu me coupes les vivres après tout ce que j'ai fait pour toi. Cette phrase m'est restée sur l'estomac. Tout ce qu'elle a fait pour moi. Je l'ai lu 3 fois. Et puis une 4e. Parlait-elle de cette fois où elle m'a laissé emprunter une robe en 2019? Ou de la fois où elle est restée chez moi pendant une semaine alors qu'elle réévaluait son mariage, mais qu'elle m'avait laissé ses enfants pour disparaître avec Joël pendant 3 jours? Elle croyait sincèrement qu'on lui devait tout. Que le fait que je tire la prise n'était pas une limite, mais un acte de guerre. Mais il ne s'agissait plus de vengeance, pas vraiment. Il s'agissait de clarté. Pour la première fois, je ne sauvais personne. Je n'arrangeais rien. Je ne payais pas pour être toléré. Je regardais tout s'effondrer exactement comme cela aurait dû arriver il y a des années. Et je n'allais pas l'en empêcher. Ils ont continué à essayer de me faire culpabiliser pour que je redevienne la généreuse, la gentille, la personne mature. Mais je n'étais plus intéressé par la gentillesse. J'étais intéressé par la paix. 3 jours après le mariage, le loyer de Madison était dû. À 6h12, j'ai reçu un SMS de son propriétaire. Pas d'elle, pas de Joël du propriétaire. Apparemment, même si j'avais supprimé mon autorisation de paiement, j'étais toujours répertorié comme la personne à contacter en cas d'urgence. Le message était bref et poli, nous n'avons pas pu joindre Madison concernant son loyer. Veuillez nous conseiller. Il m'a fallu tout mon courage pour ne pas rire. C'était là, la confirmation qu'elle n'avait même pas essayé de payer. Elle attendait attendant que je cède, attendant que je revienne à la raison et que j'intervienne comme toujours, honteuse d'avoir laissé ma petite crise durer aussi longtemps. Je n'ai pas répondu au propriétaire. J'ai juste transféré le message à Madison avec 5 mots, pas ma responsabilité. Bonne chance. Il lui a fallu 13 minutes pour réagir. D'abord un mémo vocal, que je n'ai pas écouté, puis une rafale de SMS, c'est littéralement de la maltraitance, Émilie. J'ai des enfants. Tu me mets dans une situation dangereuse. Joël attend le paiement d'un client, c'est juste un mauvais timing. Puis le coup de grâce, si nous nous faisons expulser, ce sera de ta faute. C'était tellement grotesque que j'ai dû le relire. D'une manière ou d'une autre, elle croyait sincèrement que ma décision de cesser de la soutenir financièrement discrètement et sans spectacle faisait de moi la méchante. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Mais je ne m'attendais pas à ce qui est arrivé le lendemain. Joël s'est présenté à mon bureau. Pas un appel, pas un SMS, pas un email. Il est arrivé avec un sac en papier contenant des pâtisseries d'un petit endroit branché près de leur appartement, comme si un croissant allait arranger tout ça. Ma réceptionniste m'a appelé, il y a un homme ici, Joël. Il dit que c'est urgent. J'ai failli lui dire de le renvoyer. Mais j'étais curieuse. Je lui ai dit de le laisser entrer. Il avait l'air fatigué. Pas seulement un fatigué du mariage ou le genre de fatigue qui s'infiltre dans les os quand on fait semblant depuis trop longtemps. Il s'est assis, n'a pas touché au café que je lui ai proposé,
fixant simplement le sac comme s'il risquait d'exploser. Il a commencé doucement. Madison a du mal, a-t-il dit. Je pense qu'elle pensait que tu aurais changé d'avis à l'heure qu'il est. Je n'ai rien dit. Elle ne voulait pas te blesser. Tu sais comment elle est. Tout a dérapé. Je ne pense pas qu'elle sache comment arrêter ça. J'avais déjà entendu tout cela de la part de tout le monde, sauf de Joël. Il avait toujours été silencieux, toujours neutre. C'était la première fois qu'il se présentait en personne. Et puis il a dit quelque chose que je n'attendais pas, elle a peur. Pas de toi. Elle a peur de ce à quoi cela ressemble quand tu en as vraiment fini. C'était différent. Il ne suppliait pas. Il ne manipulait pas. Il ressemblait à quelqu'un qui réalisait, peut-être pour la première fois, qu'il avait épousé quelqu'un qui n'avait pas d'autre plan d'urgence que moi. Je lui ai demandé une seule chose, qu'est-ce que tu vas faire quand elle n'aura plus personne à blâmer? Il n'a pas répondu tout de suite. Il a juste baissé les yeux, puis a fini par dire, je ne pense pas pouvoir continuer à régler ça pour elle. Je ne suis pas fait pour ça. Je l'ai remercié d'être venu. Il a laissé les pâtisseries. Ce soir-là, la discussion de groupe est devenue étrangement silencieuse. Pas un seul message. Pas de est-ce que tu t'es calmé, pas de pense aux enfants, rien. C'était comme si quelqu'un avait enfin dit la vérité à Madison, que j'étais sérieuse et que personne ne viendrait la sauver de cette situation. Jusqu'à environ 21h30, quand mon père a rompu le silence, je pense que nous devons nous voir en personne. Toute la famille. Il n'y allait pas y avoir de réunion de famille. Pas d'intervention, pas d'excuses larmoyantes ou de pardon hypocrite. J'en avais fini de jouer la loyauté familiale pour des gens qui ne se souvenaient de moi que lorsqu'il y avait quelque chose à gagner. À la place, j'ai fait autre chose. J'ai réservé un voyage. Pas Aspen, pas la neige, pas de chalet ou de dîner partagé ou de chaos familial. Juste Liam et moi. Nous partions vers un endroit chaud, calme, un endroit où nous pourrions rire, nager et manger tout ce que nous voulions sans qu'on nous dise que nous étions trop bruyants pour la table. Je ne leur ai même pas dit que nous partions, parce que pour la première fois depuis des années, je n'essayais pas d'inclure tout le monde. Je choisissais la paix plutôt que le paraître. Et je ne reviendrai pas en arrière. Le changement s'est fait discrètement. Pas de cris, pas de confrontation dramatique, juste le lent et indéniable dénouement d'une vie construite sur un soutien emprunté. Madison avait arrêté d'envoyer des SMS pendant un moment après le passage de Joël à mon bureau. Peut-être qu'il lui avait raconté comment cela s'était passé. Peut-être pensait-elle que le silence me ferait peur et me pousserait à la contacter la première. Ce ne fut pas le cas. À la place, elle s'est tournée vers Instagram, sa scène préférée. Elle a commencé à publier ses stories passives-agressives dont elle a le secret, des photos granuleuses de ses enfants ayant l'air tristes dans des manteaux à l'intérieur, un gros plan d'une bougie brûlant à côté d'une boîte en carton légendée On fait encore les cartons, une autre de son salon avec un seul coussin et sans contexte. Certaines personnes ne savent pas ce que signifie la loyauté. Les commentaires ont afflué, qu'est-ce qui s'est passé? On t'envoie de l'amour, maman. Où est ta sœur? Je pensais que vous étiez proches. Elle ne répondait pas publiquement, mais elle travaillait en coulisses. Je le sais parce que 3 personnes m'ont envoyé des messages le lendemain, des amis à elle que je connaissais à peine me demandant si tout allait bien. C'est ainsi que Madison fonctionne. Elle ne demande jamais directement, elle laisse juste des indices jusqu'à ce que quelqu'un d'autre les ramasse et livre la culpabilité à sa place. Mais je n'avais plus faim. Ce qu'elle ne publiait pas, bien sûr, c'était le fait qu'elle n'avait pas postulé à un seul emploi en 6 mois, qu'elle n'avait pas d'économie, pas de plan de secours, et aucune idée du nombre de parties de sa vie auxquelles j'étais encore financièrement lié jusqu'à ce que je commence à démêler tout ça. Les paiements du loyer n'étaient que le début. Je me suis assise avec mon ordinateur portable et j'ai fait la liste de tout ce que je payais, encore des choses auxquelles je n'avais pas pensé depuis des années. Elle avait été ajoutée à mon abonnement Costco il y a des années, elle y était toujours. Amazon Prime, le club de sport, le compte de cantine de ses enfants, approvisionné automatiquement par ma carte, le forfait téléphonique familial, elle était toujours dessus, mon Netflix, mon Disney+, même un abonnement à une salle de sport qu'elle n'avait jamais annulé, tout était rattaché à moi. Alors j'ai tout coupé. Pas par colère, mais par clarté. Un par un, je l'ai supprimé, je me suis connecté, j'ai annulé, j'ai délié, j'ai effacé. Et quand je suis arrivé au plan d'assurance dentaire, celui sur lequel j'avais ajouté ses enfants parce qu'elle avait pleuré au téléphone en disant qu'elle ne pouvait pas payer leur plombage, j'ai hésité une seconde,
mais seulement une seconde. Je les ai retirés aussi. Ils n'étaient pas ma responsabilité. Plus maintenant. Ce soir-là, elle a appelé pas pour se disputer, pas pour s'excuser, mais pour supplier. Elle a dit qu'ils avaient 2 semaines de retard sur le loyer, que les chèques d'indépendants de Joël n'étaient pas arrivés, que la compagnie de gaz menaçait de couper le service, que ses enfants n'avaient jamais vécu dans un endroit sans lumière de Noël auparavant. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste laissé parler. Quand elle s'est enfin arrêtée, je lui ai posé la seule question qui importait, as-tu jamais eu l'intention de te prendre en charge? Elle a dit, je ne pensais pas que j'aurais à le faire. Cette réponse m'a frappé plus fort que tout ce qu'elle avait pu dire. Elle n'était pas confuse. Elle n'avait pas été prise au dépourvu. Elle avait simplement construit sa vie en supposant que je serais toujours là, soutenant discrètement tout l'édifice par en dessous. Et maintenant, sans moi, toute la structure s'effondrait. Le lendemain matin, ma mère a appelé. Cela n'a même pas commencé par bonjour. Ta sœur va perdre sa maison. Je lui ai demandé si elle et papa comptaient l'aider. Elle a marqué une pause, puis a dit, nous sommes à la retraite. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Alors, je l'ai dit clairement, alors elle devra trouver une solution. Et maman a dit, tu vas laisser ta nièce et ton neveu vivre dans le sous-sol de quelqu'un. Je lui ai demandé si c'était ce que Madison lui avait dit. Elle n'a pas répondu. La vérité était que Joël avait déjà repris le bail en main et se démenait pour que ça marche. Il cumulait 2 emplois maintenant. Il avait commencé à faire des livraisons DoorDash après que ses clients en design se furent raréfiés. Je savais qu'il essayait, et pour la première fois, je le respectais pour ça. Mais Madison elle pensait toujours que j'allais accourir, jusqu'à ce que l'avis d'expulsion soit scotché sur leur porte. Elle ne me l'a pas dit elle-même. Quelqu'un d'autre l'a fait. Une de ses voisines avec qui j'étais amical autrefois, Jenna, m'a envoyé une photo de l'avis avec un message, tu as entendu pour Mads? Je pensais que tu devrais savoir. La photo montrait une feuille de papier blanche imprimée avec tous les termes juridiques, avis final. Libérer les lieux avant la fin du mois. Alors je n'ai rien dit. Aucune réponse à Jenna. Aucun message à Madison. Aucune réponse aux dizaines de SMS qui ont suivi au cours des 2 jours suivants. Puis enfin, la publication Facebook. Une photo de son appartement à moitié vide, juste un tapis, une chaise, et ses enfants regardant quelque chose sur un ordinateur portable dans un coin. La légende, parfois, il faut recommencer à zéro avec rien. Nouveau chapitre. Des centaines de mentions j'aime, des dizaines de commentaires, tu es si forte. On prie pour toi. Tu vas y arriver, maman. Je n'ai pas aimé la publication. Je ne l'ai pas partagée. Je n'ai pas commenté parce que recommencer à zéro n'était pas quelque chose qu'on lui infligeait, c'était quelque chose qu'elle aurait dû faire il y a des années. J'ai juste arrêté de lui barrer la route. Après cette dernière publication Facebook, celle avec l'appartement vide et la légende dramatique, les choses sont devenues inhabituellement calmes. Pas de SMS soudain suppliant de parler. Pas de commentaires sarcastiques. Pas de nouvelles discussions de groupe avec des nouvelles familiales forcées. Même pas de stories Instagram passives-agressives. C'était juste le silence. Mais je n'étais pas dupe. Madison ne fait pas de silence. Elle fait des plans. Le genre de silence qui précède une réapparition stratégique, généralement présentée comme un retour, généralement centré sur la façon dont elle s'est élevée au-dessus de la trahison. J'avais déjà vu ça, mais cette fois, c'était différent. Des semaines ont passé. Les fêtes se sont installées. Liam et moi avons décoré l'arbre nous-mêmes. Juste nous deux. Je n'ai pas reçu une seule invitation de mes parents ni pour la fête de l'Action de grâce, ni pour Noël. Ils essayaient de me forcer à me sentir exclu, comme si c'était moi qui m'étais éloigné. Et ils avaient raison, je l'ai fait. Je me suis éloigné et je suis resté loin. Un dimanche matin, alors que Liam construisait un vaisseau spatial en Lego à la table de la cuisine, j'ai reçu l'email. Pas un SMS, pas un appel, un email soigneusement rédigé avec un objet qui m'a retourné l'estomac, paix. Pas de salutation, juste quelques paragraphes. Elle espérait que nous pourrions éventuellement aller de l'avant. Elle disait qu'elle était toujours blessée, mais qu'elle comprenait ma décision. Elle affirmait qu'elle était dans une meilleure phase émotionnelle et qu'elle avait commencé à bloguer pour tout digérer. Et puis, nonchalamment, comme s'il ne s'agissait pas d'une déclaration chargée,
Elle a dit qu'elle écrirait sur la famille et espérait que je ne serais pas contrarié si certains éléments recoupaient notre histoire commune. Il n'y avait pas d'excuse, pas de prise de responsabilité, juste un avertissement que je pourrais être à nouveau dépeinte comme la méchante, mais cette fois dans un contenu de blog de longue haleine avec des filtres pastels et des citations sur la résilience. Je n'ai pas répondu non pas parce que j'étais en colère, mais parce que sincèrement, totalement, enfin, je m'en fichais. À la place, j'ai réservé un autre voyage pour Liam et moi, l'Arizona. Cette fois, un endroit sec, chaud et calme. Nous avons séjourné dans un petit chalet près de Sedona qui sentait le cèdre et n'avait pas de télévision. Nous avons fait de la randonnée, nourri des alpacas dans un petit ranch, observé les étoiles. Il m'a demandé pourquoi nous ne faisions jamais de voyage comme celui-là auparavant. Je lui ai dit la vérité, parce que nous traînions toujours tout le monde avec nous. Plus maintenant. À notre retour, j'ai terminé le processus de détachement. Je me suis retiré du forfait téléphonique familial. J'ai bloqué la discussion de groupe. J'ai annulé les services de streaming partagés et j'ai créé un nouveau compte juste pour Liam et moi. J'ai effacé tout lien financier et toute responsabilité tacite que je n'avais jamais accepté mais que j'avais toujours assumé. Ma mère m'a envoyé un SMS début décembre, confuse, as-tu changé de numéro? Je ne l'avais pas fait. Elle a envoyé un message plus long plus tard, un classique, les familles traversent des moments difficiles. Madison a été rendue plus humble. Elle repart de zéro. Tu as prouvé ce que tu voulais, Emily. Maintenant, il est temps de pardonner et de se réunir. Mais le fait est que je n'avais pas voulu prouver quoi que ce soit. J'avais fait le choix d'en avoir fini. D'arrêter de financer les délires de quelqu'un d'autre, d'arrêter d'appeler un dysfonctionnement en famille. D'arrêter de donner à Liam une place au premier rang pour regarder sa mère se faire marcher dessus tout en souriant. Madison publie toujours son blog. Le premier article qui faisait même allusion à notre situation s'intitulait « Quand votre sœur vous tourne le dos, mais que vous guérissez quand même ». Je n'ai même pas eu droit à la courtoisie d'un faux prénom. Elle s'est peinte comme courageuse, m'a peinte comme quelqu'un qui s'est retiré, affirmant qu'elle avait l'habitude de s'appuyer sur sa sœur jusqu'à ce qu'elle apprenne à se tenir seule. Bien sûr, sauf que son autonomie actuelle impliquait que Joël cumule 2 emplois et que ses parents contribuent secrètement alors qu'ils juraient ne pas en avoir les moyens. Mais j'ai tout laissé tomber, les mensonges, les histoires, l'image qu'elle avait besoin de préserver. J'ai laissé tout cela s'échapper de mes mains comme de la vapeur, et quelque chose d'étrange s'est produit dans le calme. Je me sentais légère. Lui aussi. Il dormait mieux. Riait plus. Un soir, alors que nous regardions un film sur le canapé, il a dit « J'aime quand on est juste nous deux. » Moi aussi, mon grand. Au moment où Noël est arrivé, je ne vérifiais pas si j'avais reçu des invitations. Je ne me demandais pas quel cadeau les enfants de Madison avaient reçu ou si Joël livrait toujours des pizzas le soir. Je me fichais de ce que disait son blog parce que son histoire n'était plus la mienne à porter. J'avais la mienne avec moins de monde, moins de chaos, et plus de paix que je ne l'aurais jamais cru possible. Je n'ai pas perdu une famille, je me suis retiré d'un arrangement. Et cela s'est avéré, d'une certaine manière, être la meilleure décision que j'ai jamais prise.